une première vidéo sur le chapitre sur les espaces probabilisés généraux. Je vais faire une vidéo sur le théorème de la limite monotone, qui est un des rares résultats de ce chapitre vraiment nouveau, si on compare aux résultats qu'on avait établis dans le premier chapitre de probabilité. Dans un premier temps, je vais revenir sur l'énoncé de ce théorème, expliquer ses hypothèses, et dans un deuxième temps, je ferai un exemple d'utilisation de ce théorème. Alors, donc commençons par l'énoncé de ce théorème. Donc ce théorème, on l'appelle le théorème de la limite monotone. On va voir après pourquoi ce qu'on appelle le théorème de la limite monotone. Alors déjà, ça n'a pas de rapport avec le théorème de la limite monotone pour les suites. Donc, l'appellation est la même, ces deux énoncés ont le même nom, mais ils n'ont pas grand-chose à voir. Alors, que dit ce théorème? Alors, ce théorème, déjà, pour pouvoir l'utiliser, il faut une suite à n d'événements. On a besoin d'une suite d'événements, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une infinité dénombrable d'événements. Et ce résultat, il permet, sous certaines conditions sur lesquelles je vais revenir après, il permet de calculer la probabilité de la réunion de tous ces événements ou la probabilité de l'intersection de tous ces événements. Ouais. Donc là, soit la probabilité de l'union des AN pour n dans grand N, soit la probabilité de l'intersection des AN pour n dans grand N. Alors, on va voir que pour calculer ces deux probabilités, de la réunion ou de l'intersection de ces événements AN, on a besoin d'une hypothèse. Donc c'est ça le point important, et l'hypothèse dont on va avoir besoin dans un cas ou dans l'autre va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle ça le théorème de la limite monotone. Donc l'hypothèse dont on a besoin, c'est celle-ci. On a besoin, dans le premier cas, que la suite AN soit croissante, et dans le deuxième, que la suite AN soit décroissante. Alors, à première vue, on peut se dire, bah oui, une suite croissante, une suite décroissante, je sais ce que c'est, mais le problème, c'est que là, AN, cette suite AN, c'est une suite d'événements, c'est-à-dire une suite d'ensemble. Et on peut se dire, bah, qu'est-ce que c'est quand est-ce qu'on peut dire qu'une suite d'ensemble est croissante ou décroissante? C'est quelque chose qu'on n'a pas encore rencontré. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une suite d'événements, une suite d'ensemble croissante? On va dire, donc je le réécris là en plus gros, on va dire que AN est une suite d'événements croissante si, pour tout n appartenant à n, AN est inclus dans AN plus 1. Donc autrement dit, on peut l'écrire comme ça, A0 est inclus dans A1, qui lui-même est inclus dans A2, qui lui-même est inclus dans A3, etc. Donc quand on parcourt les différents événements qui sont dans cette suite, bah, ils sont de plus en plus gros. Et ce que j'ai représenté aussi sur le schéma à droite. On peut voir ça aussi comme des poupées russes. Donc on a la première, donc on a A0 qui est le plus petit, A1 qui va être un peu plus gros, A2 qui est encore plus gros, A3 qui est encore plus gros. Donc c'est ce que j'ai représenté avec ces différents cercles ici. Donc on a A0 dans un. Donc on a A0 ici, puis après A1 est plus gros, puis A2 est plus gros, puis A3 est plus gros, etc. Donc voilà ce qu'est une suite d'événements croissantes, ou une suite d'ensembles croissantes. C'est important de comprendre ça puisque bah, c'est la seule hypothèse de ce résultat, donc il faudra la vérifier pour pouvoir utiliser ce théorème, donc il faut déjà bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, si AN est une suite croissante d'événements, alors, donc il y a deux choses, euh, il y a une conclusion en deux parties dans ce résultat. Euh, D'une part, la, la suite P de AN, qui est ici, converge, donc la suite des probabilités de AN converge, et ce qui nous intéressera surtout, même si les deux sont liés, la probabilité de la réunion des AN est égale à la limite de P de N. Et cette limite existe bien puisqu'on a dit justement que la probabilité de AN, la suite des probabilités de AN, est convergente, qui elle est une suite de nombres. Donc voilà ce résultat. Donc ce résultat, il permet de réécrire sous une forme plus simple la probabilité d'une réunion d'événements AN à condition que cette hypothèse soit vérifiée. Sinon, on ne peut pas l'utiliser. Alors, je dis que ça permet de réécrire sous une forme plus simple la probabilité d'une réunion infinie d'événements, mais le problème, c'est qu'il faut se dire qu'on exprime ça en fonction de P de AN, et si on ne sait pas calculer P de AN, ce résultat ne sert à rien.
Donc c'est une forme plus simple parce qu'il n'y a plus la réunion infinie, mais si on ne sait pas calculer P de AN, ce résultat a peu ou pas d'intérêt. Alors, que se passe-t-il pour la probabilité d'intersection? Donc, si on a une probabilité d'intersection, c'est quasiment le même résultat, donc je vais aller un tout petit peu plus vite pour l'expliquer. Dans ce cas-là, on a besoin que AN soit une suite décroissante d'événements, et qu'est-ce que c'est qu'une suite décroissante d'événements? C'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on aura que pour tout n appartenant à n plus 1 est inclus dans AN. Donc c'est l'inverse. Donc on a A0 qui contient A1, qui contient A2, qui contient A3. Donc on a des ensembles qui sont de plus en plus petits, au sens de l'inclusion. Donc j'aurais pu faire le même genre de schéma. Donc là, c'est peut-être même l'exemple des poupées russes, c'est peut-être plus parlant. Donc on a la première poupée qui contient la deuxième, qui contient la troisième, etc. Sauf qu'on en a une infinité. Et si AN est une suite décroissante, alors cette fois-ci, donc on a une conclusion similaire, on a P de AN qui converge, mais cette fois-ci, la probabilité de l'intersection sera, on pourra, pardon, mais cette fois-ci on pourra calculer la probabilité de l'intersection de AN qui sera aussi égale à la limite de P de N. Alors maintenant on va faire un exemple. Donc l'exemple que j'ai choisi c'est l'exercice 1, en tout cas le début de l'exercice 1 de la feuille de TD. Donc le début parce qu'on va traiter simplement les deux premières questions. La troisième question en fait se démontre utiliser la même méthode, donc ce sera un exercice qu'on fera je pense à un moment. Vous pouvez déjà essayer de le faire pour voir si vous avez compris la méthode qu'on va expliquer ici. Alors, dans cet exercice, on s'intéresse à une expérience aléatoire dans laquelle on lance indéfiniment un dé à 6 faces. On prend plusieurs notations, on nous dit qu'on définit AN l'événement, on n'a pas obtenu 6 lors des N premiers lancés. Et l'événement qui va nous intéresser principalement, et l'événement qui est noté A dans l'énoncé, c'est l'événement on n'obtient jamais 6. Sous-entendu, durant l'infinité de lancers, on n'a jamais obtenu 6. Et le but de cet exercice est de démontrer, donc c'est le but de la question 2, le but de cet exercice est de démontrer que A est un événement quasi impossible, ce qu'on appelle aussi un événement négligeable. Donc on y reviendra après sur ce que ça veut dire. Alors, dans un premier temps, on nous demande d'exprimer A en fonction des événements AN. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien savoir faire dans ce genre d'exercice, c'est une mécanique qu'on va souvent utiliser dans ce type d'exercice. On va nous donner un événement A qui est un petit peu compliqué, et on va essayer de l'exprimer comme une réunion ou une intersection, finie ou infinie, d'événements qui vont être plus simples ou plus adaptés pour répondre à notre problème. Donc ici, on va essayer de trouver le lien qu'il y a entre A et AN. Alors A, c'est l'événement on n'obtient jamais 6 lors de toute la série de lancers. Et AN, c'est l'événement on n'obtient pas 6 lors des N premiers lancers. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que A, c'est l'intersection des événements AN pour n variant entre 1 et plus l'infini, pour n plus grand que. Alors, pourquoi est-ce que c'est ça? Puisque, donc, ne pas obtenir 6 lors de tous les lancers, ou ne jamais obtenir 6, c'est ne pas obtenir 6 lors du lancer 1, et ne pas obtenir 6 lors des deux premiers lancers, et ne pas obtenir 6 lors des trois premiers, donc je ne vais pas tout écrire, mais et ne pas obtenir 6 lors des trois premiers, etc. Voilà, j'ai bien souligné les et pour bien mettre en évidence le fait qu'on a une intersection. Donc ne pas obtenir 6 lors de tous les lancers, lors de l'infinité de lancers, c'est ne pas l'obtenir au premier lancer. C'est-à-dire que pour que A soit réalisé, il faut que A1 soit réalisé, mais il faut aussi qu'on n'obtienne pas 6 lors des deux premiers lancers. C'est-à-dire qu'il faut que A2 soit réalisé, il faut qu'on n'obtienne pas 6 lors des trois premiers lancers, etc., etc. Donc il va falloir, en fait, A c'est A1, inter A2, inter A3, inter A4, mais indéfiniment. Donc c'est pour ça qu'on a cette relation. Donc ça c'est
un travail qu'il faut bien savoir faire, c'est souvent la première étape dans ce genre d'exercice. Donc savoir écrire un événement comme une réunion ou une intersection finie, bon ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, qu'on a beaucoup vu au premier semestre. Bon, par contre savoir écrire un événement comme une intersection ou une réunion infinie, ça c'est nouveau. Et là, vu qu'on nous donne les événements A et AN, et qu'on nous demande de faire le lien, la seule possibilité ici est de parler d'intersection. Donc il y aurait d'autres manières de démontrer que P2A, pardon, de démontrer que A est négligeable, mais là on nous impose de passer par de parcourir un certain chemin. Alors, donc on a démontré que A est égal à l'intersection de AN. Donc on va voir après comment on se sert de ça pour répondre à la deuxième question. Alors justement, dans la deuxième question, on nous demande de montrer que A est un événement quasi impossible, euh, et on dit aussi que A est négligeable. Donc la définition du cours nous dit que démontrer ça, c'est démontrer que la probabilité de A est égale à 0. Donc démontrons ça, donc on va déjà regarder comment réécrire P2. Alors P2A, vu ce qu'on vient de dire, c'est la probabilité de l'intersection des événements AN. Donc là, on se dit, je veux calculer la probabilité d'une intersection dénombrable infinie. Je vais essayer d'utiliser le théorème de la limite monotone. Donc là, vous doutez que c'est ce qu'on va utiliser, mais en fait, il y a un autre résultat qui pourrait être utilisé. Donc pour l'instant, on parle que de ce résultat. Donc, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est cette partie-là, vu qu'on veut calculer la probabilité d'une intersection. Donc on voit, alors une petite remarque au passage, dans l'énoncé du cours, on voit que l'intersection commence à 0, et dans le calcul qu'on fait là, l'intersection commence à 1, donc ça ne change pas fondamentalement l'énoncé. Donc là, ça sera la probabilité de l'intersection de tous les événements sera à nouveau la limite de P de n. Donc on est à 0 ici, un 1 ou un 2, on pourra avoir un 1 ici, ou un 2, ça change, ou un 3, ça ne change rien. Alors, donc, le plus important, pour utiliser ce théorème, il faut vérifier l'hypothèse. Donc on doit vérifier que la suite des événements à n est décroissante. C'est la question qu'on va se poser. Donc est-ce que cette suite est décroissante? C'est la question qu'on se pose. Et si on a fait ça, on aura presque terminé l'exercice. Alors comment est-ce qu'on démontre ça? Donc on a dit avant que pour démontrer ça, il faut prendre un entier naturel quelconque, donc ici un entier naturel non nul quelconque, et on doit démontrer que AN plus 1 est inclus dans AN. On va démontrer que l'événement AN plus 1 est inclus dans AN. Alors vous allez voir que ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on utilisera très souvent. En fait, pour démontrer qu'un ensemble est inclus dans un autre, plutôt qu'un événement est inclus dans un autre, on le justifie très souvent avec une phrase. Alors pourquoi? Parce qu'on avait vu en début d'année que dire qu'un événement est inclus dans un autre, c'est dire que le premier événement implique le deuxième. Autrement dit, que si le premier événement est réalisé, alors le deuxième est réalisé. Et si on le visualise comme ça, cette inclusion, elle est évidente. Donc, on va expliquer pourquoi. Car si on obtient pas 6 lors des n plus 1 premiers lancés, alors forcément, on n'obtient pas 6 on n'a pas obtenu 6 lors des n premiers. Donc, dit comme ça, c'est à peu près évident. Si on sait que AN plus 1 est réalisé, c'est-à-dire que si on sait que lors des n plus 1 premiers lancés, on n'a pas obtenu 6, forcément, lors des n premiers, on n'a pas obtenu 6. Donc on a bien que AN plus 1 est inclus dans AN, quelle que soit la valeur de n. Donc, la suite AN est décroissante. Et donc, on peut utiliser le théorème de la limite monotone, donc par le théorème de la limite monotone.
monotone, P de A, qui était la propriété de l'intersection, je vais le réécrire parce que pour qu'on comprenne bien à quel endroit on utilise le théorème de la limite monotone, est égal à la limite de la probabilité de AN. Et il ne nous reste plus qu'à, on va le souligner parce que c'est un point important dans notre raisonnement, donc on a démontré ça. J'aurais pu aussi mettre en évidence voilà, le fait que la suite est décroissante, c'est important, et qu'on a utilisé le théorème de la limite monotone. Donc on a trouvé P de A, on l'a simplifié, maintenant P de A, on sait que c'est simplement la limite quand n tend vers plus l'infini de P de N. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est un peu ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit en tout début de vidéo, on peut se dire, bah oui, c'est bien, mais est-ce qu'on sait calculer P de N? Justement, il ne nous reste plus qu'à calculer P de N. Alors, on va calculer P de N, mais ce qu'il faut se dire, c'est que bah, à n, c'est l'événement, on obtient pas 6 lors des n premiers lancés. Et ça, finalement, bah, c'est une question qu'on aurait pu avoir, je me rappelle plus, on a traité déjà des questions de ce type-là, mais c'est une question à laquelle on aurait pu répondre au premier semestre. C'est juste, voilà, je lance n fois un dé, quelle est la probabilité de ne jamais obtenir 6 lors de n lancés, lors de ces n lancés. Et ce qu'on avait vu en début d'année, c'est que bah, très souvent, il faut commencer par prendre des notations, de se dire, voilà, je vais essayer de réexprimer AN à nouveau en fonction d'événements plus simples qui me permettront d'utiliser certaines propriétés. Donc là, ce qu'on avait fait en début d'année, ce qu'il faut se dire, c'est on va définir un nouvel événement, on va noter, je vais les appeler BI, l'événement, on obtient pas 6 au lancer I. Et ça pour I entre 1 et 1. Et alors, bah dans ce cas-là, je vous rappelle que AN c'est l'événement, on n'obtient jamais 6 lors des n premiers lancés, bah du coup, AN c'est B1, inter B2, inter B3, bah c'est ne pas obtenir 6 au premier lancer, ni au deuxième, ni au troisième, bon, etc. jusqu'à B. Voilà, donc on peut le noter comme ça. Alors si vous voulez une notation un peu plus rigoureuse, mais qui est peut-être qui est plus rigoureuse, mais qui a peut-être le désavantage d'être un peu moins parlante, moins visuelle, on peut l'écrire comme ça. Tu donnes une grande intersection, l'intersection des événements BI pour I allant de 1 à N. C'est la même chose, hein. C'est plus rigoureux de l'écrire comme ça, mais parfois c'est bon, on tolère la première écriture avec les points de suspension. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'écrire ça? Bah, c'est intéressant parce que bah, ces événements BI, ils vérifient une propriété importante. Donc c'est bon, c'est vraiment ce que j'ai martelé au premier semestre. Quand on a la propriété d'une intersection, la première chose à regarder est est-ce que les événements dans cette intersection sont mutuellement indépendants? Bah ici oui. Donc c'est pour ça que j'ai défini ces événements-là. Puisque car les événements BI sont mutuellement indépendants, ou tout simplement indépendants, puisque bah, c'est ce qu'on avait vu, hein, c'est un des cas typiques d'indépendance. Ne pas obtenir 6 au premier lancer est indépendant de ne pas obtenir 6 au troisième ou un autre. Donc on a des lancers successifs d'un même dé, donc on sait que tous ces événements-là sont mutuellement indépendants. Donc la probabilité d'intersection qu'on avait au début, bah, on l'a écrit comme la probabilité, un produit de probabilité. Et bah, ensuite, il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier parce que toutes ces probabilités, bah, ce sont les mêmes. La probabilité de ne pas obtenir 6 lors du premier lancer, c'est 5 sixièmes. La probabilité de ne pas obtenir 6 lors du deuxième, c'est 5 sixièmes, etc. Donc toutes ces probabilités valent 5 sixièmes. Donc en rappelant que le dé est équilibré. Donc, bien entendu, il faut justifier comme d'habitude. Donc là, on a un dé qui est équilibré, et là, c'est de l'indépendance mutuelle.
Et au final, si on regroupe tout ça, donc P de AN, c'est le produit de 5 sixièmes qui apparaît n fois, donc P de AN, c'est 5 sixièmes puissance n. Et donc on va pouvoir conclure pour obtenir quelque chose qui est très logique. On aurait pu, quelque chose dont on aurait pu avoir l'intuition dès le début. On avait dit que P de AN était la limite, pardon, que P de A était la limite de P de AN quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est donc, vu ce qu'on vient de te dire, la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sixièmes puissance n. Et on sait que cette limite c'est 0, puisque la valeur absolue de 5 sixièmes est strictement plus petite que. Et on a terminé. P de A égale 0, donc A est négligeable. Et on a bien répondu à la question qui était posée. Alors pourquoi est-ce que je disais que c'est un résultat qui est assez évident? Ce qu'on vient de dire, c'est que si on lance indéfiniment un dé, la probabilité de jamais obtenir 6 vaut 0. Donc on se doute que si on lance indéfiniment un dé qui n'est pas truqué, donc qui nous permet de faire, surtout qui nous permet de faire 6, on se doute qu'à un moment on va obtenir 6.